Bonjour à tous, bienvenue sur Timeline Radio. Maintenant, c'est les interviews histoire, vous le savez, j'ai le plaisir de recevoir pour la première fois, vraiment un grand plaisir, l'historien Olivier Aranda pour son dernier ouvrage, je le montre à la caméra, La marine de la Révolution aux éditions Passé Composé, en partenariat avec le ministère des Armées. Bonjour Olivier. Bonjour. Je suis vraiment très content de vous avoir. Je vous disais juste avant qu'on commence, c'est ma période, c'est la période que je connais bien. Or, c'est quelque chose qu'on n'a jamais abordé avec Jean Tullard ou avec d'autres. C'est très étonnant et contrairement à l'image traditionnelle qu'on se fait d'une marine révolutionnaire désorganisée, idéologisée, condamnée à l'échec, vous montrez que sous la Première République, au contraire, ça a été un véritable acteur stratégique et politique de la guerre. Ça, alors là, je suis tombé par terre. Oui, alors acteur, ça ne signifie pas forcément que tout se soit bien passé, oui, loin de là. Là, c'est une marine qui a connu des échecs, qui a connu des désastres même, et la République n'est pas pour rien dans certains des échecs. Néanmoins, vous l'avez dit, l'essentiel pour moi, c'est moins finalement la question des échecs et des succès que de l'existence et de la pertinence de cet acteur. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui ne s'est pas passé, c'est un désintérêt de la sphère politique pour la marine. Elle continue d'être au centre, la mer continue d'être essentielle pendant cette période où on est avant les chemins de fer. Tout le commerce de Pont-des-Roses se fait par la voie maritime. Les acteurs de la période en ont bien conscience. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont tout bien fait ? Non, mais en tout cas, il n'y avait pas de désintérêt ni de mépris pour la sphère maritime pendant la Révolution française. Ça, c'est essentiel. Les conventionnels, par exemple, ils construisent des comités de marine, ils réfléchissent, ils invitent des amiraux, il y a des bureaux de la marine qui discutent, etc. Donc le sujet n'est pas du tout délaissé. Alors pourquoi, jusqu'à votre livre, finalement, on s'en est absolument pas inquiété, c'est une mauvaise réputation, en fait. Oui, en fait, pour le coup, la réponse, pour une fois, il y a une réponse simple, elle est politique, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, c'est pas ça, la politique, hein. C'est que cette marine n'a pas trouvé de défenseur. Pourquoi ? Parce que pour les historiens de la Révolution, les questions maritimes et a fortiori militaires sont pas forcément très intéressantes. En plus, la marine est associée à un corps d'officiers d'Ancien Régime, toujours soupçonné d'être... voilà, alors on dit pas royal à l'époque, on dit marine du roi, avant la Révolution française, puis ensuite on commence à dire un peu marine de la République, marine nationale. Mais oui, en fait, cette marine a eu du mal à trouver ses historiens. Il y en a eu quelques-uns. Parce qu'en fait, quand vous aimez la Révolution, vous travaillez sur la Révolution, souvent vous travaillez plutôt sur les aspects sociaux, sur les aspects politiques. À l'inverse, les historiens contre-révolutionnaires ils s'y sont un peu plus intéressés, mais exclusivement par le prisme de s'en servir de cette histoire comme une arme contre la Révolution. C'est-à-dire qu'il y a eu la plupart... la doxa, l'historiographie de base de la marine de la Révolution, s'est fixée en fait dès la chute de Robespierre et durant tout le 19e siècle comme quelque chose qui montre un échec de la Révolution. Voilà, c'est quelque chose, mais pas simplement par hasard. La marine, ce serait la preuve que la Révolution, ça peut pas marcher, parce que dès qu'on utilise un corps technique, un corps savant comme la marine, on essaye d'y appliquer des principes révolutionnaires, ça marche pas. Alors moi, j'ai essayé de nuancer cette idée, voilà, parce que d'un côté, donc, vous avez donc des révolutionnaires qui s'intéressent pas à la marine, et de l'autre côté, vous avez des marins, si j'ose dire, des historiens du maritime qui s'intéressent pas à la Révolution. Et donc, du coup, pour un... jamais rencontré, en fait. Exactement. Et donc, ça fait que la question devient un non-objet. Voilà. Alors, pour l'historien, c'est finalement presque du pain béni, parce que du coup, c'est un sujet qui n'était pas vierge. Hein. Il y a quelques ouvrages, mais quasiment. Donc, c'est pour ça que j'ai pris beaucoup de plaisir, du coup, à remplir ce qui est quand même largement une case vide, quoi. Oui, je comprends. Et nous, un plaisir de le lire. Alors, c'est pas pour Madame Michu, hein, c'est pas un livre ultra grand public. Non, c'est pas un livre ultra grand public. J'ai essayé de le rendre le plus grand public possible. Il n'y a aucun problème. Mais c'est pas un livre très grand public non plus, faut pas exagérer. Très poussé, il y a énormément de détails, beaucoup de cartes, enfin de tableaux, de cartes, etc. C'est vraiment, vraiment remarquable. Vous parlez d'étranges victoires, pourquoi ? C'est quoi ce paradoxe en fait ? Alors en fait, évidemment, j'ai pas pu résister comme beaucoup d'historiens au clin d'œil à Marc Bloch, voilà, surtout en ce moment, qu'il faut m'en excuser parce qu'en plus je suis pas le seul à avoir eu l'idée, donc finalement tout le monde se croit original et tout le monde fait la même chose. Bon, alors pourquoi l'étrange victoire ? Non, c'est parce que, donc évidemment, ça renvoie à l'étrange défaite de Marc Bloch. Pourquoi l'étrange victoire ? En fait, c'est très simple. La marine de la Révolution, la Révolution française et la France
sortent victorieuses des guerres de la Révolution. Souvent, on enjambe la paix d'Amiens. C'est-à-dire, voilà, les fins de la guerre de la Révolution, début de la guerre de l'Empire, on se dit, c'était une paix qui ne pouvait pas fonctionner. Mais cette manière de fonctionner, comme je le répète toujours à mes étudiants, est téléologique. Ça veut dire quoi, téléologique ? Ça veut dire qu'on fait de l'histoire en se fondant sur notre connaissance de la suite. Normalement, on n'a pas le droit en histoire. Ben oui, parce que en fait, les acteurs, eux, ils ne savaient pas la suite. Donc quand ils signent la paix d'Amiens, la France est victorieuse, elle garde toutes ses conquêtes. Un des objets de la guerre, c'était la survie même du régime républicain, qui survit sous la forme du consulat, mais qui est une république. Même l'Empire est une république. Je ne sais pas à vous, je vais l'apprendre. Jusqu'à tard, la constitution de l'Empire, c'est la République française se dote d'un empereur. Bon, donc la République est toujours là. Et en conséquence, la France est absolument victorieuse dans cette guerre. Elle récupère ses colonies. Pour autant, victoire, mais étrange parce qu'en fait, la marine française a pris de sacrés coups pendant la période. Elle perd la bataille d'Aboukir, elle perd la bataille dite de Prairial, même si c'est un petit peu plus compliqué. Elle subit une très forte attrition de ses moyens. En conséquence, c'est une victoire, mais un peu curieuse, parce que finalement, une victoire après une série de défaites, mais pas que. Parce que sinon, si la France n'avait pas été une menace pour la Grande-Bretagne, elle n'aurait certainement pas signé la paix, elle aurait continué. Évidemment, oui. Comment ça se fait d'ailleurs, je fais une parenthèse, mais comment ça se fait que Bonaparte, puis Napoléon plus tard, n'ait pas compris cette arme-là ? Alors en fait, c'est un débat sans fin. On pourrait faire un podcast entier sur Napoléon et la mer. Il y en a eu, je sais, mais écoutez, avec plaisir. Il y a eu d'innombrables livres sur Napoléon la mer, Napoléon la marine. Bon, mon opinion sur la question, qui n'est qu'une opinion, c'est pas celle, je suis pas dans l'affirmation. Je crois que en fait, Napoléon avait bien compris la mer, paradoxalement. Parce qu'en fait, dans ses documents qu'il rédige, par exemple, le document où il propose l'expédition d'Égypte au moment de 1798, moment un peu particulier parce que la France, en 1798, est enfin en paix à terre. Oui. Tous les adversaires à terre ont été battus. En conséquence, c'est un moment un peu singulier où la République se tourne vers la mer. Voilà, il y a des épisodes que je raconte dans le livre un peu étonnants. On fait des défilés dans Paris pour lever des fonds pour la marine, etc. Et donc Napoléon, comme d'autres, auréolé de la gloire de la campagne d'Italie, se penche sur la question. Et qu'est-ce qu'il dit ? Je crois qu'il a vraiment compris qu'il était difficile d'opérer un débarquement en Angleterre sans ce qu'on appelle la maîtrise de la mer. La maîtrise de la mer, c'est quoi ? C'est tout simple. C'est juste, en fait, battre l'adversaire sur mer. Ce que n'a pas su faire la marine de la République, toujours, a considéré, je pense à raison, qu'au vu du rapport de force, c'était inutile d'être dans la bataille, il fallait plutôt être dans le harcèlement, le débarquement, l'attaque du commerce, l'attaque des convois. Ce que moi, j'ai appelé la stratégie indirecte, faute de mieux. Napoléon, conformément à sa pratique à terre, qui est celle de la destruction de la force organisée de l'adversaire, lui, il préfère obtenir la maîtrise de la mer. C'est ce qu'il va faire d'ailleurs à la fin de l'Empire. Essayer de faire. Il aurait peut-être réussi sans la campagne de Russie. Donc, il dit par exemple une phrase quand même très frappante dans son rapport de 1798, « Débarquer en Angleterre sans la maîtrise de la mer, c'est l'opération la plus difficile qui ait jamais été tentée. » Et je crois qu'il a parfaitement raison. Donc, en fait, je ne dirais pas qu'il a... À mes yeux, il faudrait rouvrir le dossier. Je ne pense pas qu'il n'ait pas compris la mer. Je pense qu'il avait d'autres priorités. Mais je crois qu'il avait compris la stratégie maritime, Napoléon. Simplement, je crois qu'il, par exemple à Trafalgar ou d'autres exemples, il a été... Mal entouré ou poussé par des forces majeures à mener une stratégie qui n'est peut-être pas celle qu'il aurait choisie. Ouais, voilà. Ouais, je comprends, effectivement. Principalement, c'est pas Napoléon, ça va jusqu'à Bonaparte. On en parle, mais c'est pas les... C'est pas Napoléon, votre non. Ce serait bien d'ailleurs de faire... Peut-être. Il y a déjà beaucoup de choses, mais bon, il y a beaucoup de choses à raconter. D'ailleurs, comment vous êtes arrivé à ça pour vos études ? Quelle drôle d'idée ? En fait, quelle drôle d'idée à plusieurs titres, d'autant plus que moi, je n'ai aucun lien avec la mer. J'ai grandi à Tours, je suis d'origine espagnole. Bon, j'ai rien à voir avec le schmilblick. Mais c'est peut-être justement pour ça, en fait. C'est peut-être j'ai voulu trouver finalement mon espace de liberté à ce niveau-là. Mais la bonne réponse, c'est surtout la littérature, en fait. Comme quoi, la fiction, ça a toujours un effet. Ouais, moi, j'ai été influencé par 3 œuvres. Donc, L'Épervier de Pellerin, qui a bercé toute mon enfance, qui est une des raisons pour lesquelles je suis en Bretagne actuellement. Parce qu'effectivement, c'est ce monde de la mer... C'est une BD, ça. Oui, c'est une BD, c'est une BD. C'est le premier point. Le deuxième, c'est la cycle maritime de Patrick O'Brian, de Jack Aubrey, les aventures de Jack Aubrey, qui se passe sous l'Empire,
c'est absolument remarquable. Et le troisième, c'est une œuvre de science-fiction qui s'appelle Honor Harrington, le cycle d'Honor Harrington de David Weber, pas très connu en France, qui est une espèce de space opéra dans une espèce de recréation justement de la Révolution et de l'Empire. Donc en fait, c'est une espèce de royaume galactique qui reprend la Grande-Bretagne contre un empire très méchant qui est, on ne sait pas si c'est la Russie, parfois c'est la Russie soviétique, parfois c'est la France révolutionnaire. Et moi, je me suis toujours mis, quand je lisais ce livre, j'étais toujours du côté des méchants, c'est-à-dire du côté du coup de la Révolution. Et je me suis dit, bon, c'est ça plus ma passion de l'histoire, je me suis dit, plus le fait qu'il n'y avait rien, je me suis dit, je vais peut-être essayer de voir ce qui s'est passé du côté de cette marine de révolution. C'est effectivement malin. En quoi la guerre navale révolutionnaire est plus moderne finalement qu'on l'imagine ? En fait, je ne sais pas si elle est plus... Alors, en fait, elle est plus moderne à 2 titres. Déjà, justement parce qu'elle est pensée. Donc, du coup, il y a toutes sortes de documents dans les archives qui concernent des plans. Il y a plein de plans de stratégie, vous voyez, de plans de bataille. On réfléchit à les plans sans pile. Est-ce qu'il faut aller en Inde ? Est-ce qu'il faut aller à Saint-Domingue ? Est-ce qu'il faut demander l'aide des États-Unis ? Débarquer en Irlande ? Plein de choses comme ça donc, qui sont pensées. Par ailleurs, là, pour ce qui est de la modernité stricto sensu, ce qui rend moderne cet affrontement, c'est notamment que la République, ça c'est peut-être la découverte dont je suis plus content, elle a voulu s'appuyer sur les sciences pour mener cette guerre. En 1795 notamment, il y a ce truc extrêmement étonnant qu'à Meudon-la-Forêt, on crée un centre d'expérimentation, ça s'appelle comme ça, sous la houlette du comité de salut public, pour développer des innovations de boulets explosifs ou incendiaires, qui sont pas du tout des gadgets, pas du tout des lubies de terriens qui n'auraient pas fonctionné. C'est pas le service Q. Non, c'est ça. Alors, ce qui est amusant, c'est quand on lit les archives, on a du mal à différencier ce qui va être quelque chose totalement génial pour l'avenir d'un délire complet. Il y en a qui proposent des lances à eau, bon c'est ridicule, mais quand on lit par exemple les premières propositions de sous-marins de Fulton, on se dit mais ce type est un déglingo, on va aller sous l'eau, faire des choses, bon. Donc c'est amusant parce que là où je veux en venir, c'est qu'on a du mal à se rendre compte, en fait en lisant les archives, on se rend compte que les acteurs de l'époque ont eu du mal à se rendre compte de qu'est-ce qui était génial ou qu'est-ce qui était farfelu. Bon. Mais en tout cas, il y a cette volonté de s'appuyer sur les sciences pour gagner cette guerre, qui n'était quand même pas vraiment présente sous l'Ancien Régime. Le rapport aux sciences, le rapport au temps n'est pas le même sous l'Ancien Régime aussi, c'est un rapport plus fixiste. Et donc, ces projets d'obus explosifs, ils sont expérimentés, ils ne fonctionnent pas, malheureusement, diraient certains, mais ils ne sont loin d'être ridicules parce que le véritable inventeur des obus explosifs de marine, qui s'appelle Jacques-Henri, je crois, Pexens, lui, dans son ouvrage Nouvelle force maritime, c'est en 1820, quelque chose comme ça, il s'appuie délibérément sur ses expériences, en disant « ouais, c'était ça l'avenir, il aurait fallu aller continuer dans cette direction ». Donc on est passé, je le raconte dans le livre, on est passé très près d'une destruction de la flotte anglaise par les innovations françaises, ce qui, dernier point, ce qui est pour les maritimistes n'est pas un détail, parce qu'au XIXe siècle, toute une historiographie en langue anglaise, une historiographie anglo-saxonne, a voulu affirmer que les Français étaient allergiques constitutionnellement à l'offensive. Voilà, qu'on n'était pas capable de mener une guerre d'escadre, comme on dit, moi j'aime pas trop ce terme, plutôt une guerre de maîtrise de la mer, parce que, voilà, on voulait tout le temps plutôt s'en prendre au commerce. Et non, c'est juste une question de rapport de force. Et lorsque la campagne navale de 1795, puisqu'elle est appuyée sur ces obus explosifs, qui finalement vont pas marcher, elle est offensive. C'est bien la preuve que la marine française n'est pas incapable de penser l'offensive, contrairement à ce qu'on a pu dire. L'état de la marine, d'ailleurs, au tout début de la Révolution, est comment ? Parce que Louis XVI s'en inquiétait de cette marine. Oui. Alors, en fait, c'est une des grosses questions, ambiguës. On a voulu dire que la marine française de Louis XVI était dans un âge d'or. Alors, évidemment, l'expression est ambiguë, c'est pas totalement faux. Pour autant, était-elle meilleure que les Britanniques ? Non. La marine française n'est pas la première du monde, comme on l'écrit à plusieurs fois. La marine française n'est plus la première en termes d'effectifs depuis la Hougue en 1693-1694. Bon. Ça ne signifie pas qu'elle allait mal pour autant. Louis XVI, évidemment, s'y intéresse. Il y a une part de reconstruction là-dedans, parce qu'après la Révolution, on a voulu insister énormément sur l'idée que lui s'en occupait pas pour forcer le trait de l'opposition par rapport à la Révolution et l'Empire. C'est pas non plus complètement faux. Pensons plus qu'à la Pérouse dont on parle tout le temps.
en fait, c'est pas forcément un bon exemple parce que ça a été vachement reconstruit plus tard. Par contre, il est vrai qu'il visite Cherbourg en 1786 quand même, par exemple. Donc oui, il s'y intéressait. Mon propos dans ce livre n'est pas du tout de dire l'ancien régime c'était nul, vive la Révolution. C'est plutôt justement en fait, paradoxalement de nuancer ses oppositions. L'ancien régime s'intéressait à la marine de Louis XVI allait bien, oui et non. Parce qu'il y a quand même 2 défauts importants qu'avait conservé cette marine de Louis XVI. Non pas par la faute ni du roi, ni de l'ancien régime en tant que tel, mais plutôt du fait de certains retards de la France. C'est déjà les changements d'artillerie, c'est-à-dire le tournant de ce qu'on appelle la caronade. C'est un nouveau type d'artillerie à tube plus court, plus puissant, qui a été inventé en Écosse. C'est un tournant qui n'est pas pris par la marine française. Et un deuxième tournant qui est celui du chevillage des navires. C'est quoi le chevillage des navires ? C'est qu'en fait, à la fin du XVIIIe siècle, on double les coques en cuivre. Ça permet d'aller plus vite, ça permet de protéger les navires de ce qu'on appelle les tarés, qui sont des parasites du bois. Sauf que pour faire tenir ces plaques en cuivre, on prend souvent des chevilles en fer. Pourquoi ? Parce que de toute façon, elles ne sont pas en contact théoriquement avec l'eau, donc on peut prendre du fer, il n'y a pas de problème. Sauf qu'en fait, quand on met en contact le cuivre et le fer, ça crée un phénomène qu'on appelle de galvanisation. Et donc, en fait, ça pourrit les intérieurs. D'accord. Et donc, cette marine de Louis XVI, elle avait un véritable défaut de conception. Les Anglais avaient le même problème, sauf que eux, notamment grâce à la révolution industrielle qui commence chez eux, ils ont trouvé les moyens et les ressources en cuivre aussi. Que nous, pensez aux mines de Cornouailles, de cuivre, que nous n'avons pas. Ils ont trouvé les moyens de recheviller toute leur flotte. Donc, la marine de Louis XVI n'est donc pas en si bonne forme. Dernier point là-dessus, il y a un épisode assez connu qui s'appelle la croisière dite du Grand Hiver pendant la Révolution française, 1794-1795. Vous en parlez d'ailleurs. Oui, j'en parle. On en dit, et c'était jusque-là la preuve de l'incompétence la plus totale de la marine de la Révolution, c'est une sortie de la flotte où, sans combattre d'adversaire, on perd 4 ou 5 vaisseaux de ligne. Alors, il n'y a pas de mort, les marins sont sauvés, mais les navires sont perdus par naufrage. Jusque-là, on a dit, c'est vraiment la preuve de l'incompétence de la marine de la Révolution, pourquoi ils sortent en plein hiver. En fait, la question ne se pose pas. Il est normal de sortir en plein hiver parce qu'on essaie d'éviter les moments où la flotte ennemie est à la mer. C'est pas que pendant la Révolution que ça s'est fait. Et surtout, ces navires, en fait, ils coulent parce qu'il y a eu ce problème de galvanisation. Les navires qui étaient chevillés en cuivre, qui étaient doublés en cuivre et chevillés en cuivre, n'ont aucun problème. Donc c'était bien un problème technique et pas un problème politique. Voilà. Donc là, on est au cœur quand même de cette réhabilitation de cette marine de révolution. On a dit pique-pendre de cette sortie, alors qu'en fait, c'était littéralement pas de leur faute. Alors moi, j'ai découvert qu'on avait débarqué en Irlande. Alors ça, c'est complètement dingue. Oui. Mais pourquoi on n'apprend pas ça ? Écoutez, je ne sais pas. Vous savez, les programmes sont... On n'a que 6 heures. Moi, j'ai fait que peu de temps dans le secondaire, mais vous savez, il faut toujours être un peu... Il y a la fac quand même. Alors à la fac, moi, moi, mes étudiants, mes pauvres étudiants en subissent de l'histoire maritime. Donc, non, ça, à la fac, on essaie de l'apprendre. Non, alors en fait, il y a 2 épisodes, évidemment. Il y a l'épisode du débarquement raté de 1796, celui... qui aurait pu, qui est un objet d'histoire contrefactuelle que les gens aiment beaucoup, c'est-à-dire qu'est-ce qui serait passé si la flotte avec Hoche avait débarqué. Bon là, bien malin celui qui le sait pour le coup, parce que c'était de fait une armée considérable, 15 000 hommes menés par Hoche. En plus, les magasins de vivres de la Royal Navy sont à Cork pendant cette période, c'est-à-dire à quelques dizaines de kilomètres du point de débarquement. Ils auraient donc été saisis très facilement. Je ne sais pas ce qui serait passé à l'échelle de l'île, mais certainement ces magasins-là auraient été saisis, donc ça aurait changé beaucoup de choses, y compris en mer. Donc c'est un échec cet épisode. Pourquoi ? Notamment parce qu'en fait, la marine française, c'est bien gentil de refuser le combat, mais en fait, à force de refuser le combat, la marine française commence à avoir peur de son nombre. Ouais, okay. Donc en fait, en baie de Bantry, en 1796, la flotte française a peur que les Anglais arrivent, alors qu'en fait, ils ne sont pas là. Ils n'arriveront pas avant plus de 2 semaines. Si les nerfs n'avaient pas lâché, l'armée française aurait pu débarquer. Mais c'est pas seulement une question de nerfs et de courage, c'est une question de stratégie. C'est-à-dire que quand vous avez l'habitude de fuir le combat parce que vous êtes en infériorité numérique, c'est difficile de garder ses nerfs. Donc ça, c'est le débarquement qui échoue. Le débarquement qui fonctionne, c'est celui de 1798. Ouais, il y a moins d'hommes. Il y a moins d'hommes, seulement 1000, avec le général Humbert. Alors, il y a une carte dans le livre de la
trajectoire que prend... Voilà, l'aller-retour que fait Savary. Alors lui, peut-être que c'est ce qui aurait dû être fait dès le départ. Lui, il a l'intelligence, entre guillemets, de faire une immense boucle dans l'Atlantique. En fait, hein. Il part très loin vers l'ouest avant de revenir en Irlande pour débarquer. Et donc, il y parvient. Et les hommes du général Humbert, c'est archi connu hein, en Irlande. Hein. C'est un truc, effectivement, vous parliez du fait qu'on ne le connaît pas. En Irlande, tous les écoliers connaissent au moins de nom ce qu'on appelle l'année des Français, 1798, The Year of the French, qui est évoqué, par exemple, même dans la littérature. Hein, la première page de Ulysses de James Joyce évoque un petit peu cette invasion, parce qu'avec seulement 1000 hommes et l'appui des insurgés irlandais, Humbert parvient au cœur de l'Irlande. Il faut plusieurs mois pour finir par le battre, alors que les Anglais sont présents avec des dizaines de milliers d'hommes. Hein, donc c'est bien la preuve, ça aurait peut-être pu fonctionner. Ça aurait pu, effectivement, dommage. Les révolutionnaires pensaient vraiment battre la Royal Navy ? Alors oui, en 1795, totalement, au moyen des innovations. Ce qui apparaît en fait assez vite, c'est que au vu du rapport de force, la Royal Navy n'est pas seule. Hein. Oui. C'est important de le dire, parce qu'en fait, l'historiographie en langue anglaise, chacun joue sa partition, c'est normal, a souvent ramené cet affrontement à un duel franco-anglais, où les Anglais, voire même à l'idée que les Anglais étaient seuls contre tous à partir de la deuxième moitié de la décennie, seuls contre les Espagnols et les Français, par exemple, comme à Trafalgar, sauf qu'en fait, la guerre, ça marche pas comme ça. À la guerre, 1 + 1, ça fait pas 2. La coordination des flottes à l'époque est très complexe. Hein. Il y a pas de, comme aujourd'hui, des officiers de liaison, il n'y a pas de culture interalliée, il n'y a même pas de culture interarmée. Donc du coup, bon, c'est très complexe. Et en plus, les effectifs cumulés des Espagnols, des Français et des Hollandais ne correspondent pas aux effectifs des Anglais et de leurs alliés. Il y a des travaux à côté. Ils en ont, des alliés, les Anglais, notamment les Russes. Donc, c'était très compliqué pour les Français de rechercher la maîtrise de la mer, de rechercher la bataille. Ils ne l'ont fait que lorsque, justement, ils avaient, ou ils croyaient avoir, l'appui d'innovation technique. Sinon, ça ne servait à rien. Il y a une citation marquante de l'amiral Villaret-Joyeuse. C'est, voilà, on pourra faire sortir 40 navires, les ennemis, ils en font sortir 60. Oui, c'est ça. Et donc, c'est important. Pourquoi c'est important ? Parce qu'on pourrait se dire, bah oui, c'est évident. Mais c'est important parce qu'au XIXe siècle, toute l'histoire, historiographie anglo-saxonne, notamment les grands théoriciens de la marine, qui sont lus dans toutes les académies navales, encore aujourd'hui, hein, en Chine, notamment un qui s'appelle Mahan, Alfred Thayer Mahan, il a son histoire de la marine, qui est lue partout encore aujourd'hui, parce que c'est le théoricien de la maîtrise de la mer, c'est une histoire de la marine française. Il parle que de la France, parce que pour lui, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Sauf qu'il est un petit peu injuste, parce qu'il dit, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? C'est refuser le combat. Il dit, voilà, les Français n'auraient pas dû refuser le combat, il faut absolument maîtriser la mer. Oui, sauf qu'en fait, Mahan, il a des mauvais chiffres sur les effectifs des flottes respectives, et en fait, dans la correspondance des officiers de marine de l'époque, on comprend très bien qu'en fait, on ne pouvait pas chercher le combat, parce que la marine française était trop inférieure, sauf à convoquer l'effet niveleur de la technologie. Et on retombe sur les fameux obus explosifs. Ouais, qui auraient pu changer les choses. Qui auraient pu changer la donne. C'est ça la stratégie indirecte, c'est refuser un peu Exactement. En fait, alors c'est des questions. Bon là, c'est des questions techniques navalo-navalistes qui passionnent peut-être pas tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, c'est bien expliqué. Hein, on a un terme pour la stratégie navale la plus classique, ce qu'on appelle la Blue Water Navy, c'est celle de Mahan, celle de la flotte américaine encore aujourd'hui contre les Chinois. Hein. Ouais. C'est des concepts qui sont encore valables aujourd'hui. C'est la recherche de la maîtrise de la mer. Voilà, c'est pas compliqué, c'est le combat. On finasse pas, on cherche la bataille décisive, et ensuite, une fois qu'on a la maîtrise de la mer, on peut faire des blocus, on peut débarquer, on peut faire plein de choses. Bon, Mahan, ce qu'il dit avec d'autres, c'est qu'il faut surtout pas faire ce que fait la marine française, c'est-à-dire, sans maîtrise de la mer, essayer de s'en servir. C'est-à-dire, débarquer sans maîtrise de la mer. Attaquer le commerce ennemi sans maîtrise de la mer. C'est ce que j'ai appelé la stratégie indirecte, à défaut d'un meilleur terme, parce que, ça c'est important, je trouve que l'expression guerre d'escadre, guerre de course n'est pas pertinente. Pourquoi ? Parce que la guerre d'escadre, c'est l'idée qu'en gros, les flottes s'affrontent. Ok. Sauf que la guerre de course, on pense corsaire. Et non, c'est le même mot. Sauf que la stratégie indirecte, c'est un meilleur terme, parce que lorsqu'il n'y a pas d'affrontement de flotte, la flotte régulière est quand même mobilisée. Donc, guerre de course, c'est un peu un abus de langage, parce que quand on parle de guerre de course, la flotte régulière, elle est là, hein, avec des navires de ligne, avec des frégates, qui ne sont pas des corsaires, qui sont des bâtiments de l'État. Donc, j'aime pas trop ce terme de guerre de course, parce qu'en fait,
il n'y a pas que les corsaires qui sont impliqués dans ce que moi j'appelle plutôt une stratégie indirecte. Bon, c'est peut-être un peu moins sexy. Mais, non, mais moi je reste un universitaire, c'est-à-dire que du coup, j'essaye d'employer des expressions qui soient précises, même s'ils sont peut-être parfois un peu moins imagées. C'est pour ça que le livre est passionnant pour ça, justement. On apprend des tas de trucs. Pourquoi la flotte de Brest résiste mieux que celle de Toulon ? Bon, on est meilleur à Brest. J'aimerais le dire, j'enseigne à Brest, j'aimerais pouvoir le dire, mais je crains que ce ne soit faux. Non, je pense que c'est une série de hasards et aussi le climat politique de la Provence, puisque le premier désastre qui touche la flotte de Toulon, c'est la perte de Toulon en 1793, reprise notamment par Bonaparte, même s'il n'était évidemment pas tout seul. C'était même pas lui qui commandait, théoriquement. Contrairement à certains films. Oui, c'est ça, voilà. Non pas qu'il était non plus inutile, loin de là. Bon, Toulon est perdu à l'été 1793, notamment parce que les royalistes font rentrer, avec les Girondins, bon, c'est une histoire très compliquée, et les ouvrages là-dessus, font rentrer la flotte espagnole sarde et surtout britannique dans Toulon. Nos amis britanniques incendiant ensuite la flotte à Toulon avant de partir. Donc, c'est un premier désastre qui n'est pas lié à une quelconque incompétence des officiers du coin. C'est plutôt la situation politique de la Provence. Le deuxième désastre, c'est celui de En fait, par contre, non mais j'ai quand même une réponse. C'est qu'en fait, pourquoi il y a plus de désastres, par exemple, à Aboukir et Trafalgar ? C'est parce que la flotte de Toulon, c'est celle qui a paradoxalement le plus de liberté d'action. La flotte de Brest, elle sort pendant la Révolution, beaucoup moins pendant l'Empire, parce qu'elle est en face vraiment des ports anglais. Donc elle a vraiment pour rôle de fixer stratégiquement la flotte anglaise, ou alors de faire des manœuvres prudentes, parce qu'on sait que les Anglais sont là. La flotte de Toulon, c'est celle qui est la plus éloignée, c'est donc celle qui théoriquement bénéficie d'une meilleure liberté d'action. Donc c'est logique que ce soit celle qui agisse, mais qui du coup, comme elle agit plus, elle subit plus de batailles, et donc aussi Aboukir et Trafalgar. Effectivement, c'est amusant, vous citez les Américains, on va se battre contre eux, il y aura une quasi-guerre contre les Américains quelques années plus tard, finalement, maritime. Oui. Et c'est grâce à ça, grâce ou à cause, qu'ils ont l'US Navy, puisqu'ils Absolument. le décident grâce à nous. Oui, mais ils peuvent nous dire merci finalement, encore une fois de plus. On a enfanté un monstre, mais c'est pas grave. Non, oui, c'est ça. Alors en fait, c'est une histoire qui est très connue aux États-Unis, pas du tout en France. Du tout en France, ce qui est normal, parce que donc l'US Navy... Alors ce qui fait sourire aujourd'hui, les Américains, en fait, se sont construits comme un pays antimilitariste, quasiment. Alors aujourd'hui, ça nous fait presque sourire. Les Américains n'ont pas d'armée permanente, ils n'ont pas de flotte permanente après la guerre d'indépendance américaine. Ils ont cette pensée de la milice démocratique contre les armées permanentes. C'est une révolution, quand même, la révolution américaine. C'est pas qu'une guerre. Donc avec une très forte critique du despotisme militaire, etc. Bon. Et donc ils n'ont pas de flotte permanente. C'est seulement lorsque les menaces commencent à s'accumuler qu'ils en créent une. D'abord, ce qu'on appelle les barbaresques, c'est-à-dire les États pirates d'Afrique du Nord qui embêtent les navires américains. C'est pour ça que le corps des Marines, que certains auditeurs connaissent certainement, parle très souvent de Tripoli. Je ne sais pas si vous connaissez la chanson des Marines « On the Shores of Tripoli », parce que les premiers débarquements des Marines américains, du corps des Marines, c'est à Tripoli, pour s'en prendre aux corsaires barbaresques. Mais je parle des années 1770-1780. Donc en fait, c'est une histoire pas très connue. En France, en tout cas aux États-Unis, à peu près tout le monde connaît. Enfin, bon, peut-être pas exagéré. Et donc, l'US Navy, lapsus révélateur, est créée en 1794, notamment pour garantir la neutralité des États-Unis contre les empiètements britanniques et les empiètements français. Empiètements français qui, en 1798, entraîne une quasi-guerre. Pourquoi quasi ? Parce qu'elle n'est jamais déclarée, entre la France et les États-Unis, parce que la France se permet des libertés vis-à-vis de la neutralité du commerce américain, saisit des navires. Pourquoi ? Aussi, dans une mentalité très française, qui à mon avis est une erreur, qui consiste à toujours partir des principes plutôt que de la réalité, parce qu'on estime que les Américains sont ingrats. Un peu comme aujourd'hui, de l'aide qu'on leur a apportée, on aimerait que les États-Unis déclarent la guerre aux Britanniques parce que nous, après tout, on a déclaré la guerre aux Britanniques pour les aider eux. Sauf que les Américains, plus pragmatiques que nous, et ils ont raison, je crois, c'est mon avis, mais je pense qu'il est fondé sur la documentation. Les Américains répondent, mais attendez, on n'a pas de flotte, on vous aide beaucoup plus en tant que neutre, parce que en tant que neutre, on peut commercer avec vous sans que nos navires soient saisis, que en tant que belligérants. Donc je pense qu'ils ont raison.
Et finalement, à force d'empiéter sur le commerce en se disant, bon, après tout, puisqu'ils ne se défendent pas contre les Anglais des saisies de leur commerce, on n'a qu'à se faire plaisir, et ben en fait, on suscite une réaction. Alors, mais par contre, ce qui est très drôle, c'est que dans les papiers de la marine française, cette guerre, qui est archi connue aux États-Unis, passe totalement inaperçue. Ouais, parce qu'en fait, c'est de la rigolade, les États-Unis, à l'époque. C'est de la rigolade. La marine française, il y a 2-3 frégates, on a presque parfois du mal à faire la différence entre les Anglais et les Américains. Donc, voilà, c'est assez amusant de voir... Oui, c'est ça. C'est assez amusant de voir dans les papiers l'indifférence, c'est pire que du mépris, l'indifférence avec laquelle sont traitées la marine des États-Unis, alors que quand on sait le destin qui lui est réservé. Effectivement. Alors, il faut rappeler aussi, ils hésitaient entre des armées fédérales ou une armée... par État, oui, tout à fait. Voilà, par État ou par la Fédération. Les Britanniques, quel regard ils portent sur la marine française ? Alors, en fait, c'est intéressant parce que ce qui est amusant, c'est que dans la reconstruction mémorielle des faits, on se moque de la marine française souvent, y compris dans les œuvres de fiction britanniques. À l'époque, pas du tout. Non pas que c'est pas du tout pour... évidemment, la Royal Navy prend très au sérieux son adversaire français parce qu'elle est la... Comment ça s'appelle ? Elle est la ligne de vie de la... Elles savent qu'en cas de débarquement, c'est terminé. Ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que il n'y a quasiment pas d'armée britannique. L'armée britannique, c'est quelques milliers d'hommes. L'armée française théorique en 1794, c'est 800 000 hommes. Ouais, donc, en cas de débarquement, du coup, l'armée britannique se construit au fur et à mesure des guerres révolutionnaires. À la fin, évidemment, à Waterloo, l'armée britannique est un client très sérieux. Non pas qu'ils soient incroyables non plus, elle reste très inférieure à l'armée française, mais c'est tout à fait normal, parce que la Grande-Bretagne est une île, c'est pas du tout, je suis pas là pour faire une hiérarchie. Mais au début des conflits, c'est quelques milliers d'hommes, qui d'ailleurs vont être dépensés dans des expéditions aux Antilles qui vont avoir des milliers de morts. Donc du coup, en cas de débarquement, c'est terminé. Donc la Royal Navy prend très au sérieux son adversaire et elle fait tout pour garder la maîtrise de la mer, notamment en Manche. La correspondance du premier lord de l'amirauté, qui est Spencer, le Lord Spencer, pendant toutes les guerres révolutionnaires, montre bien que c'est pas de la crainte. Il craint pas la marine française. Il s'estime supérieur, et ils ont globalement plutôt raison. Mais il n'y a pas du tout ce côté ridicule de la marine française qu'on peut voir dans certaines œuvres de fiction. Pas du tout. Pas du tout. D'accord, c'est bon à savoir, effectivement. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans vos recherches, vos études écoutez... cette méconnaissance Alors, il y a ça. C'est vrai que... En fait, il y a deux choses. Il y a effectivement... Ce qui est frappant, c'est, là pour le coup, quasiment en termes d'épistémologie de l'histoire, c'est-à-dire qu'est-ce que l'histoire comme science ? Il y a ce qui est frappant, c'est que l'importance psychologique des césures entre grandes périodes. Vous savez que les 4 grandes périodes, on les connaît, période ancienne, période médiévale, période moderne, période contemporaine. Ce qui est amusant, c'est que théoriquement, la césure entre la période moderne et la période contemporaine, c'est 1789. Et donc, du coup, c'est d'ailleurs une césure dans les archives, par exemple. Donc, d'un point de vue du travail archivistique, ça pose des questions. Il y a des documents, les archives nationales, c'est jusqu'en 1789 pour la marine, et ensuite, c'est le service historique de la défense. Donc, en fait, sauf que cette rupture, elle est artificielle. Moi, c'est ce que je dis tout le temps à mes étudiants. Le 1er janvier 1789, les gens ne se sont pas réveillés en se disant mais tout a changé, c'est fini. Les bâtiments ont changé comme dans Age of Empires. Bon, non. Et donc, du coup, sauf que cette césure, pour artificielle qu'elle soit, elle a un effet sur les gens, sur nous, sur les lecteurs, sur les historiens. Et donc, du coup, eh bien, par exemple, cette disparition du fait maritime, elle est liée à ça. Parce que, époque contemporaine, on pense à quoi ? On pense chemin de fer, on pense... Ouais. Sauf qu'en fait, non. On a beau être en 1794, par exemple, en 1789, et en fait, on est encore dans des structures d'Ancien Régime. Le commerce, par exemple, il passe exclusivement par la mer. Bien sûr. Et ce sont des hommes du XVIIIe siècle qui ont fait la Révolution. Robespierre, il n'est pas né en 1789. C'est un homme du XVIIIe siècle. Il a connu la guerre d'indépendance américaine. Lui et les autres, parce qu'on parle tout le temps de lui, mais en fait, il est pas beaucoup moins important qu'on pourrait le croire. Eh bien, en fait, ils connaissent la mer. Ils connaissent son importance. Les directeurs, c'est-à-dire... après la convention, il y a le directoire. Le directoire qui est à peu près connu, donc il y a 5 directeurs. Les 5 premiers directeurs, ils ont quasiment tous un lien avec la mer. Barras, son oncle était amiral. Il y en a un, c'est l'ancien... le tourneur, c'est l'ancien membre du comité de salut public chargé de la marine. Les autres, ils ont des liens par leurs élèves, par leur terre d'élection, etc., etc. Donc en fait, il y a une maritimité de la Révolution. Voilà. Et... peut-être, comme là on est à l'oral, je peux le dire, des choses qu'on ne dit pas à l'écrit. Voilà, ce que j'ai voulu montrer, c'était ma conclusion,
le propos de ce livre, un peu cocardier, mais je l'assume, c'est de montrer qu'il n'y a pas de rupture dans la vocation maritime de la France. On a souvent dit, la France, c'est une puissance maritime à éclipse. C'est-à-dire que c'est, voilà, parfois on s'y intéresse. C'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Il y a une vocation maritime nationale qui est toujours poursuivie. La mer a toujours été importante. Et il n'y a pas de moment, à part peut-être après 1870, où là, vraiment, toutes les forces partent vers l'Est. Et encore, il n'y a pas de moment où on se désintéresse de la marine, en tout cas pas pendant la Révolution. La grande victoire maritime française de l'histoire, ce serait quoi ? Il y a la Chesapeake, hein. Évidemment, c'est quand même le gros morceau. Vous savez que maintenant, depuis quelques années... Alors, c'est quoi la Chesapeake, hein ? C'est la bataille navale typique de la flotte française, d'ailleurs, parce que sans destruction de l'adversaire, qui date de 1781, bataille de la guerre d'indépendance américaine, où, en fait, les Anglais sont assiégés par une force franco-américaine à terre, à Yorktown, et les Anglais envoient en catastrophe leur flotte pour secourir cette force assiégée, avec des vivres, avec de l'artillerie lourde. Et la flotte française de l'amiral de Grasse s'interpose. Bataille navale de la Chesapeake. Les Anglais sont repoussés, ils ne perdent pas de navires, donc on n'est pas sur une bataille de destruction. C'est intéressant stratégiquement, mais c'est quand même un succès énorme, puisque du coup, Cornwallis à Yorktown et ses hommes doivent se rendre. Épisode très célèbre. Hein. Et donc, du coup, une très grande victoire. Mais... j'insiste, je crois qu'il faut aller au-delà de la bataille pour comprendre les succès de la marine française. Un des plus grands succès de la marine française, c'est la guerre de 14-18. C'est-à-dire que la guerre de 14-18, la France, déjà, grâce au poids de sa marine, elle parvient à... Là, je parle de choses que je connais moins bien, je suis pas spécialiste, mais vous savez que l'Italie bascule dans l'entente, notamment du fait du poids de la marine française, parce qu'on menace on menace les Italiens s'ils passent du côté de la Triple Alliance, en fait, on va venir bombarder leurs côtes et détruire leur flotte. Et en plus, on sécurise la mer, et donc le passage du corps anglais à terre en France et le soutien des Américains. Donc, la marine française est un des grands acteurs de la victoire de 14-18. On pourrait trouver plein d'autres exemples. Ouais. D'ailleurs, en 40, c'était un des points d'achoppement très importants. Oui, parce que la marine française s'est extrêmement développée entre l'entre-deux-guerres et en fait est d'une extrême modernité en 1940. La grosse angoisse allemande. Oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Olivier Aranda, vous êtes formidable. Merci à vous. J'ai adoré et je pense qu'on va se revoir avec grand plaisir. La marine de la Révolution, l'étrange victoire chez Passé Composé. Je vous le remonte parce que vous savez que maintenant c'est en vidéo aussi. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, sur l'application iOS Timeline Radio et bien sûr toujours en podcast. Vous êtes le bienvenu pour un prochain livre en tout cas. Et puis je pense qu'on va se revoir prochainement. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Merci à tous.